Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons traiter d'un événement dont nous avons parlé en fait en toute fin d'émission la semaine dernière, à savoir le fait de l'alliance qui est en train de se nouer entre les États-Unis, le Japon et les Philippines. Alors, on se rappelle que la dernière fois, nous avions parlé de la visite de Ma Ying-jeou en Chine, où il a rencontré Xi Jinping, et donc on a expliqué en fait que cette rencontre du point de vue taïwanais ne faisait pas grand sens parce que Ma Ying-jeou n'avait pas beaucoup de fonctions en réalité politique réelle maintenant à Taïwan, et même au sein du KMT, il occupe une place un peu marginale de par sa volonté incessante de resiniser, de finalement racialiser le rapport des Taïwanais au continent, en évoquant une descendance d'origine d'ailleurs mythique avec l'empereur jeune. Et on avait dit que, en fait, la Chine, pourquoi est-ce qu'elle avait aussi placé cet événement en exergue? Pourquoi est-ce qu'elle avait voulu, en fait, donner une grande, résonance médiatique à cet événement entre le président de la République populaire et un ancien président? Alors bien sûr, c'était la présence d'un dirigeant de la République de Chine en Chine était un événement historique, mais Ma Ying-jeou ne présentait pas grand-chose, et surtout ça ne représentait pas grand-chose en termes d'identification des Taïwanais, d'abord en grande partie à Taïwan et non plus à la Chine. Et surtout, nous disions qu'en fait, ça permettait aussi, d'une certaine manière, de focaliser l'actualité sur quelque chose d'autre qui se passait au même moment dans le monde, à savoir cette réunion tripartite entre les États-Unis, les Philippines et le Japon. Réunion extrêmement importante. On va essayer d'expliquer brièvement pourquoi. Alors, tout d'abord, je commencerai par le compte rendu, la déclaration commune, très intéressante, des trois dirigeants. C'est la déclaration telle qu'elle a été publiée par le communiqué de presse de Washington, de la Maison Blanche. Nous, dirigeants du Japon, des Philippines et des États-Unis, nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier sommet entre nos trois pays. En tant que trois démocraties maritimes de l'Indo-Pacifique, nos nations et le demi-milliard de personnes que nous représentons collectivement sont liées par des liens historiques d'amitié, des relations économiques solides et croissantes, et un engagement fier et résolu envers nos valeurs fondamentales communes de liberté, de démocratie, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Nous nous réunissons aujourd'hui à Washington en tant que partenaires égaux et amis de confiance, unis par la vision que nous partageons d'un ordre indo-pacifique et international libre et ouvert, fondé sur le droit international, une vision que nous nous engageons à faire avancer ensemble pour les décennies à venir. Nous croyons fondamentalement qu'en travaillant ensemble, nous pouvons faire progresser la sécurité et la prospérité de nos propres nations, de la région indo-pacifique et du monde. Donc, comme on le voit dans ce communiqué, il n'y a pas, de mention directe de la Chine, même si on sait très bien que quand on parle d'Indo-Pacifique libre et ouvert, ce qu'on vise d'abord, c'est la volonté de la Chine, de privatiser la mer de Chine méridionale, de siniser cette mer de Chine méridionale et d'en faire non plus des eaux internationales, mais une eau nationale qui comprend en fait donc tout cet espace une grande partie de cet espace de la mer de Chine méridionale où passent des milliers, des milliards de biens en transit. C'est donc un poumon économique extrêmement important, cette mer de Chine méridionale, y compris le détroit de Taïwan. Et on sait que si jamais il y a guerre, ça sera évidemment un grave coup porté contre le commerce mondial. Donc ces trois dirigeants, Philippines, États-Unis et Japon, on voit ici qu'ils affirment donc des relations d'amitié, des relations économiques. Et comme c'est noté, c'est le premier sommet entre nos trois pays. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, un événement géopolitique extrêmement important qui montre comment Kishida, Biden et Marcos Jr. En fait entendent préserver
du certainement cet espace qui les relie, puisque évidemment les États-Unis ont aussi une projection sur le Pacifique, un des États des États-Unis donc Hawaï est dans le Pacifique. Ils possèdent aussi l'île de Guam, qui est évidemment de plein cœur dans cette région-là. Ici, tout d'abord, peut-être il faudrait mentionner le caractère en fait historique de ce sommet. Pourquoi est-ce que ce sommet est historique? Alors peut-être que on a oublié un peu l'histoire, mais si on rappelle l'histoire, on se rappelle que ces trois nations, États-Unis, Japon et Philippines, en réalité, dans une histoire pas très ancienne, ont été en guerre, et ont été en guerre de façon tragique. Donc, évidemment, on connaît les relations de guerre entre le Japon et les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'attaque de Pearl Harbor, ensuite la bataille fameuse de Iwo Jima, 30 000 morts en 5 semaines, ensuite évidemment les 200 000 morts de Hiroshima et de Nagasaki. Donc malgré tout, on a cette communauté qui affirme une amitié commune, mais c'est encore peut-être ce qu'on sait moins, ce qu'on peut-être on oublie, le rapport entre le Japon et les Philippines. Il faut se rappeler que le Japon a colonisé les Philippines et que c'était entre 1942 et 1945, donc comme base arrière pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça a été une colonisation extrêmement brutale. Donc selon certaines données qui ont été publiées d'après-guerre, l'occupation japonaise et la résistance qu'elle a suscitée de la part des Philippins aidés par les Américains, ça a eu pour résultat 10 000 morts du côté des États-Unis, 250 000 morts du côté japonais et 527 000 décès du côté des Philippins, en comptant les militaires morts, les massacrés, les morts au travail forcés et surtout les morts dues à la famine et à la guerre. Donc on a, entre le Japon et les Philippines, on a eu quand même une période extrêmement tendue, extrêmement violente, extrêmement agressive, extrêmement sanguinaire, avec de grands nombres de morts. Et c'était il y a juste 70 ans. 70 ans plus tard, donc le Japon, les Philippines et les États-Unis, malgré les blessures souvent atroces qui se sont influencées et qui se sont infligées mutuellement, ils se retrouvent aujourd'hui pour se déclarer en fait des liens d'amitié, des liens de réciprocité, des liens d'entraide économique, géopolitique, sécuritaire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra en fait déjà célébrer comme tel, c'est-à-dire la capacité des nations à surmonter leur traumatisme, à surmonter leur passé mutuellement agressif, à surmonter la blessure de la colonisation, à surmonter la blessure de la guerre. Et aujourd'hui, et d'ailleurs c'est intéressant, le communiqué ne fait pas vraiment mention de cette histoire, puisqu'il dit, il parle simplement de liens historiques d'amitié, alors que ces liens historiques, ils ont d'abord été d'inimité extrêmement forte. Donc ça, c'est quelque chose de majeur et d'important. Et un des points les plus concrets peut-être de cette rencontre, c'est le lancement de ce qui s'appelle le corridor économique de Luzon. Et donc, selon le rapport, grâce à ce corridor, le Japon, les Philippines et les États-Unis s'engagent à accélérer les investissements coordonnés dans des projets d'infrastructures à fort impact, notamment ferroviaires, modernisation des ports, chaîne d'approvisionnement et déploiement d'énergie propre et de semi-conducteurs, secteur agroalimentaire et des améliorations au port civil de Subic Bay. Autrement dit, les Philippines, qui donc maintenant ont rejeté les routes de la soie chinoises, se tournent à la fois vers les États-Unis et vers le Japon afin de trouver de nouveaux moteurs de développement interne et d'investissement dans le domaine des infrastructures. Donc c'est quelque chose qui est important et qui se situe aussi dans cette distance face à la Chine. Et ce qui est donc intéressant, c'est que on sait, donc on en a parlé plusieurs fois lors de cette émission, on sait la raison de ce rapprochement entre le Japon, les Philippines et les États-Unis, c'est la Chine. Alors, on va dire que c'est une alliance qui est simplement tournée contre la Chine. Alors, il faut se rappeler que cette alliance, c'est pas une alliance qui est une alliance militaire contre la Chine. C'est une alliance d'abord, on l'a vu, de coopération sécuritaire, de coopération économique, de coopération géopolitique, et évidemment, il y a quelque chose un peu d'ironique dans ce rapprochement, le fait que la Chine permet le rapprochement des anciens ennemis qui ont été, il y a 70 ans, le Japon, les Philippines et les États-Unis. Et alors qu'inversement,
du côté chinois, en fait, pourquoi est-ce que la Chine pousse le Japon et les Philippines à se rencontrer? C'est parce que le Japon réclame comme son territoire des îles qui appartiennent maintenant au Japon, des récifs qui sont dans la zone économique exclusive des Philippines. Donc c'est la Chine finalement qui, dans une forme de révisionnisme ou dans une forme d'irrédentisme historique, veut en fait faire une pression sur ces pays-là. Afin de gagner en zone vitale, en zone d'extension. Et donc ici, il y a une sorte de parallèle. D'un côté, Japon, États-Unis, Philippines, qui arrivent d'une certaine manière à dépasser leur passé conflictuel. De l'autre, au contraire, la Chine, qui en fait engrange un certain nombre de pressions sur notamment les Philippines et le Japon, du fait de sa volonté finalement de réparer ce qu'elle estime être une injustice historique, réparer donc le trauma des traités inégaux. Et en fait essayer de revenir en fait à la Chine d'avant les défaites chinoises du 19e siècle, à la Chine du début des Qing, c'est à la Chine qui avait donc c'est pas simplement la Chine des Ming mais la Chine des Qing, c'est-à-dire la Chine qui a colonisé le Tibet, le Xinjiang et qui avait repris Formose au loyaliste Ming. Donc c'est cette Chine-là finalement que la Chine populaire communiste, cette Chine dynastique des Mandchous, que la Chine populaire Han veut en fait reprendre à son compte, et c'est en fonction de cette volonté historique que elle exerce cette pression sur les Senkaku, les Yaoitai, sur donc tout ce qui est tous les Spratley et l'ensemble des récifs qui sont liés aux Philippines, à cause elle d'une vision historique qui est en fait une vision qui la rattache au passé. Et ici, il y a donc d'un côté la possibilité de dépasser le passé, de l'autre une forme d'enfermement dans ce passé-là, dont on voudrait qu'il ne passe que en l'effaçant. Et pour la Chine, la manière de redonner son lustre à la nation chinoise, c'est d'affirmer sa souveraineté sur des territoires maritimes notamment, qui pour l'instant ne lui appartiennent pas, du fait de toute l'histoire qui s'est passée après notamment après la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc ici quelque chose d'intéressant. Que le Japon et les Philippines se retrouvent, parce que tous deux donc ils sont victimes aujourd'hui des pressions chinoises. Alors il faut se rappeler qu'en 2023 c'était un nombre record pour le nombre de jours, mais aussi le nombre de navires chinois qui ont été repérés dans les zones contiguës aux îles contestées de la mer de Chine orientale, à savoir donc les Senkaku et les Diaoyutai. Donc ce nombre en fait de jours et de navires chinois augmente chaque année. Donc ça veut dire que chaque jour pratiquement, 356 jours, 352 jours l'année dernière sur 365, il y a eu cette présence non autorisée de navires chinois à côté des îlots qui appartiennent donc en ce moment au Japon. En vertu encore une fois de décisions qui sont liées à l'ordre international tel qu'il a été défini après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et c'est donc à cause de ces pressions aussi donc de la Chine sur les Philippines, on en a déjà parlé, que ces trois pays se retrouvent et qu'ils se retrouvent en arrivant à surmonter leur passé, leur histoire conflictuelle. Et donc même si on peut faire une lecture belliqueuse de cette réunion entre le Japon, les Philippines et les États-Unis, en tant que dirigés contre la Chine, il faut d'abord voir que c'est la Chine qui, par ses actions, les a poussés à se rencontrer et, d'une certaine manière, a donné cette occasion pour eux de surmonter leurs différends historiques et de créer un nouvel avenir commun. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.